Peut-être un point juste sur la chaire Tex & Care, parce que c'est vrai qu'on en a parlé dès hier. Il s'agit en fait d'une chaire de recherche qui a été patiemment le fruit de collaboration depuis plus de 5 ans en fait, entre, on va dire, les sciences humaines et sociales et l'ingénierie textile. Donc en fait, ce sont des laboratoires de recherche qui se sont mis à collaborer ensemble. Donc on travaille entre l'IAE de Lille et l'ANSET. Donc ça, c'était le début. Et en fait, on a un objet d'étude commun qui est la mode circulaire. On fait comment? En fait, on a allié nos forces et nos différences pour parler de la production et de la consommation, travailler sur la transition générale en fait, du secteur de la mode textile-habillement, de l'accompagner. On travaille aussi avec maintenant des juristes qui nous ont rejoints, parce qu'il y a aussi beaucoup de problématiques autour de l'impact en fait, des décisions législatives. Et on essaye de comprendre en fait, comment le marché, ses dynamiques, comment il évolue, en tenant compte d'un grand ensemble de parties prenantes. Et nous, on considère par exemple que les consommateurs sont partie prenante de la dynamique de transition du marché. Alors, tout ça pour vous dire qu'au cours de nos recherches, on a eu besoin de chiffres et des chiffres qu'on n'a pas toujours trouvés. Et qui sont parfois disponibles mais payants. Enfin, voilà. Il y avait, à notre sens, un besoin de pouvoir donner des chiffres qui sont scientifiques, solides. Et c'est pour ça que dans une des activités de la chaire consiste à monter un observatoire de la mode circulaire qui a déjà produit quelques premiers résultats que vous trouvez. Alors on les distille sous forme d'épisodes sur notre LinkedIn. Et puis on a trouvé que c'était l'occasion, en discutant avec Fashion Green Hub, de pouvoir faire une nouvelle plongée dans les décisions des consommateurs, leurs attentes sur la matière en fait. Et en fait, c'est un sujet qui est vraiment pas si simple que ça. Donc on a fait une vague avec une trentaine de questions sur ce thème-là. L'idée, c'était de comprendre en fait si les consommateurs s'intéressaient à la matière, est-ce qu'ils maîtrisaient ou pas, qu'est-ce qu'ils en avaient compris. Et puis on a aussi fait un petit focus sur finalement l'étiquette, puisque c'est quand même le point de contact qui est le plus évident pour eux. Donc on a quelques résultats. On travaille avec Apigno, juste pour être tout à fait, ça c'est le côté un peu prof méthodo là. On travaille avec un institut d'études basé en Allemagne qui a une politique RSE d'ailleurs assez active. On a avec eux constitué un échantillon qui est un échantillon représentatif, donc on peut être assez sûr de la solidité de ces informations. Et donc on va vous présenter maintenant un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'on a pu trouver au cours de cette vague. Alors c'est tout frais, hein, ça date du 1er avril, et évidemment c'est à disposition de tous, c'est le but de l'observatoire, c'est de donner un maximum de données. Alors déjà, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils s'intéressent aux matières? Et la réponse est oui. Alors évidemment, c'est pas le premier critère, hein. Et c'est évident que ce n'est pas le premier critère qui va finalement concerner nos consommateurs. Donc on a voulu savoir si, quand ils achetaient du neuf ou même de la seconde main, c'était quelque chose qui les intéressait. Et on voit que c'est quand même le 4e, en tout cas, critère qu'ils vont prendre en considération, ce qui est pas du tout anecdotique, hein, puisqu'ils sont quand même 59% à nous répondre que ça fait partie de ce qu'ils vont considérer au moment de l'achat. Et on a aussi reposé des questions alors pour voir un peu ce qu'on appelle, nous, en langage marketing, un peu l'implication. Et on en a quand même 64% qui nous disent, ben oui, en fait, j'y accorde de l'importance à la composition des vêtements. Alors pas que dans le cadre de l'achat, de façon générale. Et puis, ils trouvent que c'est un sujet qui compte pour eux. Donc ça, c'est quand même à 57%. Donc on voit, en fait, nous, on s'est dit, bah, tiens, en fait, au final, on a vraiment un bon intérêt de la part des gens. Alors évidemment, il y en a qui sont complètement réfractaires. Hein. On a quand même 16 à 17% qui disent qu'ils ne sont pas du tout intéressés par cette thématique. Alors, une fois qu'on sait ça, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils connaissent en fait? Qu'est-ce qu'ils connaissent des matières? Et donc, là, ça commence à se corser. Je passerai ensuite la parole à Isabelle qui va rentrer un peu plus en précision dans ces degrés de connaissance. Ils ont l'impression... alors, ouais, est-ce que c'est
C'est bon? Ok, super. Je vais faire comme le petit chat, je vais agiter ma main. Alors, effectivement, quand on leur demande, ils disent qu'ils connaissent assez bien ou qu'ils ont une vague idée. Donc ça, c'est majoritaire. Donc on voit bien que, alors ça c'est assez symptomatique des sondages. Alors nous, dans la chaire Tech & Care, on fait de la sociologie, vous m'avez entendu être très sociologue hier, et puis ensuite on a aussi une approche un peu du coup interprétative des données quantitatives. Donc là, quand on a ce genre de réponse, on est entre 41,1 et 41,6. C'est un peu comme les sondages politiques actuellement. Hein. On voit bien que on est quand même dans une vague de je sais sans savoir. Voilà. Mais j'ai l'impression de savoir. Et ça, c'est intéressant parce que on va voir, on a creusé un petit peu. Alors, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il y a un détachement générationnel qui n'est pas du tout étonnant. Les plus de 55 ans, eux, ils se déclarent plus connaisseurs. Il y en a plus d'1 sur 2 qui dit qu'il connaît bien les matières finalement qui composent ses propres vêtements. C'est pas étonnant parce qu'il y a un double effet. On a un effet un peu sociologique avec sur cette catégorie d'âge encore des gens qui sont un peu plus en compétences et en savoir-faire de réparation par exemple, donc qui s'intéressent un peu plus aux matières textiles. Et surtout en fait on entre dans la catégorie d'âge où il y a un critère très important qui devient qui est complètement lié aux matières, qui est le confort. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. Alors là, on peut changer de slide. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein, c'est que la clé de compréhension des consommateurs sur les matières, c'est le confort. D'accord, c'est pas très étonnant. C'était intuitif, mais là au moins on a finalement 40% des Français qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils achètent un vêtement pour le confort offert par la matière qui le compose. Alors, on a aussi posé une question qui était une question ouverte à la base, qui était de dire est-ce qu'il y a des matières que vous évitez d'acheter ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous freiner à l'achat ? Et là, on a quand même 54% des gens qui nous disent oui, je peux ne pas acheter un vêtement à cause de la matière qu'il compose. Alors là, on a laissé la question ouverte, et alors regardez ce qui sort, hein, finalement, c'est la laine. Et alors, on a posé, comme c'était une question ouverte, ils avaient le droit de dire un peu pourquoi. Et c'est la laine qui pique. Hein, voilà, et donc là, on retrouve en fait, ça gratte, ça pique, et on retrouve ce qu'on avait, c'est-à-dire à la fois le confort, et puis ce qui est un peu complexe en fait dans le rapport des consommateurs aux objets textiles, c'est-à-dire qu'il est très organoleptique, c'est-à-dire qu'il repose beaucoup sur l'essence. Et ça coïncide avec ce que nous on a fait comme observation en magasin, c'est-à-dire qu'on voit que les consommateurs ont un rapport très sensuels, charnels aux produits, ils vont toucher. Alors il y en a même qui s'amusent à voir si ça chiffonne, ils font des crash tests en magasin là. On voit bien qu'il y a une forme en fait de rapport qui n'est pas toujours justement très intellectualisé par les consommateurs et qu'on retrouve un petit peu dans ce sondage. Alors évidemment l'autre dans les questions ouvertes, évidemment l'autre matière étant qui colle à la laine, hein, c'est le synthétique. Et donc là, on retrouve l'odeur, des choses comme ça. Donc à nouveau, cette idée de confort aussi. Et évidemment, quand on a posé la question en question fermée des raisons d'évacuer une matière, on retrouve à 62% le confort. Mais on voit aussi qu'il y a des raisons de qualité. Alors la qualité, ça, on va la faire dans une vague à elle toute seule, hein, parce que la qualité, c'est quand même un grand sujet pour les consommateurs, c'est très, très subjectif. Et on va quand même apparaître à 28% pour des raisons écologiques. Un peu comme d'habitude, on va voir que ce n'est pas tout à fait. Et puis, à 16% des raisons esthétiques. On a, pour finir, et après je passe la parole à Isabelle, posé des questions aussi sur, à part le confort, hein, je suis sensible à quoi quand j'achète un vêtement ? Et on voit apparaître, et ça c'est intéressant, donc la durabilité, et on voit à nouveau les 5 sens qui arrivent, la texture qui arrive en 3e position. L'entretien, ça on avait un peu prévu le coup, donc on a des questions sur l'entretien. Et pour faire un peu écho à ce que disait Clélia tout à l'heure, la condition animale qui arrive quand même à 65%. Et intéressant, la compréhension de la matière. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt aussi pour essayer de savoir un peu de quoi on parle. Et on voit ensuite l'origine du pays de fabrication, l'origine de la fibre, à l'impact environnemental, boum. C'est pas étonnant, à chaque fois qu'on pose des questions aussi, c'est plutôt des critères qui arrivent après d'autres critères. Donc là, il n'y a rien de nouveau vraiment là-dessus. Alors, je passe la parole à Isabelle qui va un petit peu parler. Donc là, on peut changer de slide, on en est où ? Parce que c'est un peu difficile pour nous de voir. Voilà, c'est bon, je te laisse enchaîner. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci. Donc, effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir le degré de connaissance et on va s'apercevoir que cette connaissance, elle est
assez fragile. Alors déjà, dans un premier temps, on a été assez surprise de voir que dans un premier temps, effectivement, on leur a demandé de classer entre fibres naturelles, fibres synthétiques. On a été assez surprise des résultats parce qu'en fait, globalement, les gens avaient quand même une bonne perception et je dirais, ils répondaient relativement bien. Alors cette expertise, comme vient de le dire Maud, augmente avec l'âge, bien évidemment. Par contre, on s'est aperçu qu'on avait des matières qui étaient peu connus, hein, notamment le cupro, le lyocell, et puis aussi des nouvelles matières comme le chanvre. Alors si on regarde plus spécifiquement maintenant sur des nouvelles matières comme le polyester recyclé, on s'aperçoit que l'on a une confusion assez importante avec le polyester, la composition du polyester avec le polyester recyclé, puisqu'en fait ça leur fait penser tout de suite au plastique, ce qui est faux globalement par rapport au polyester. Alors d'autres éléments, notamment sur les process industriels pardon, et sur l'impact environnemental, on constate là par rapport à un t-shirt, hein, on a fait le test sur un t-shirt 100% coton. Alors déjà, des croyances un peu aussi erronées, facilement recyclables, effectivement, qui montent à 74%. Donc globalement, dans l'esprit des consommateurs, effectivement, tout ce qui est recyclabilité, ça paraît relativement facile, avec quand même des connaissances, je dirais, juste sur la fibre de coton qui va consommer beaucoup d'eau, mais quand même 45% des répondants nous disent que le coton a un faible impact environnemental. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les communicants n'ont pas arrêté de nous dire, notamment dans d'autres domaines que le domaine textile, que effectivement naturel c'était associé à l'écologie, à un impact environnemental faible, et de facto en fait les consommateurs vont tout de suite associer naturel, écologie, faible impact. Et globalement aussi, on s'arrête un petit peu à la fibre et on ne se pose pas les questions sur aussi la fabrication, l'ennoblissement de mon vêtement. Est-ce que ça génère des impacts CO2 assez importants? Alors ça, c'est le premier état des lieux. Alors maintenant, sur les matières recyclées. Là, on s'est aperçu que... C'est bon ? Là de même, sur les matières recyclées, on s'est aperçu que globalement, là, il y a une confusion assez importante dans l'esprit du consommateur entre boucle en économie circulaire, boucle fermée et boucle ouverte, puisque à hauteur de 83%, les consommateurs pensent effectivement qu'on va refaire des vêtements à partir d'anciens vêtements. Alors ça, c'est lié à deux éléments. Premièrement, effectivement, il y a un certain manque de transparence. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais sur le devenir des produits que je rends en magasin ou que je mets dans les bennes, qu'est-ce que ça devient en fait? Là, on s'aperçoit qu'on a quand même un grand vide cognitif de la part des consommateurs qui, en fait, ont très peu d'informations et qui, de facto, imaginent aussi que leurs vêtements, en dehors d'aller les donner à des gens démunis, mais aussi peut-être à utiliser pour refaire de nouveaux vêtements, ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, la deuxième chose, c'est qu'ils pensent que c'est recyclable à l'infini. Or, on sait que globalement, toutes ces méthodes sont quand même balbutiantes du fait des mélanges de fibres, du fait d'un recyclage mécanique qui va abîmer les fibres. Donc, c'est assez intéressant de voir que les consommateurs sont un peu persuadés qu'on a déjà trouvé les solutions techniques au niveau de nos résultats. Un Français sur deux est persuadé d'avoir déjà acheté un vêtement en matière recyclée. Bon, ça ne nous a pas surpris. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'il cite spontanément le coton recyclé. À hauteur de 34%. Or, alors nous, tout de suite, bien évidemment, on est allé voir un peu quelle était l'offre, notamment chez les conventionnels. Et je ne vais pas citer les enseignes sur lesquelles on est allé voir les sites, mais globalement, sur des grandes enseignes de textiles, on a 24 produits en coton recyclé contre 1800 en coton bio. Donc là, on a un décalage entre ce que pensent avoir acheté les consommateurs
un produit en coton recyclé, on aurait eu la réponse qui arrive en tête de polyester recyclé, on n'aurait pas été surpris parce qu'effectivement le polyester recyclé est bien plus prédominant dans l'offre, aussi bien dans des enseignes que des marques. Par contre, le coton recyclé, on en est quand même qu'au balbutiement. Donc là, on s'aperçoit que on a une première conclusion, c'est que le consommateur pense quand même maîtriser un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont quand même relativement fragiles et notamment sur tout ce qui est recyclable, recyclé, etc. On a quand même une importante dissonance entre les deux. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai acheté un coton, un polyester recyclé? Effectivement, pour le rapport qualité-prix. Donc là, on en déduit qu'effectivement, en matière de polyester recyclé, il y a eu quand même pas mal de mise en avant sur les sites avec des prix relativement, je dirais, restreints. Donc, on imagine que c'est la raison parce que effectivement, le rapport qualité-prix n'est pas prédominant. Je termine sur une note plutôt positive et ça rebondit sur les propos précédents. Sur la condition animale et l'intégration de la condition animale dans effectivement le choix de ces vêtements. Là, on a 65% des Français qui sont sensibles effectivement au sort des animaux et on s'aperçoit qu'arrive en tête la fourrure. Alors, pas étonnant, on a quand même des associations activistes et militantes qui travaillent depuis fort longtemps sur ces problématiques. Je rejoins ce qu'a dit Cléa tout à l'heure, où effectivement ça rentre dans l'esprit du consommateur. Et puis bien évidemment, on a vu ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, beaucoup d'enseignes et de marques en fait se dire, notamment par la fourrure, on arrête. Par contre aussi sur le cuir. Alors là, ça nous a vraiment étonnés. À la question, certains consommateurs refusent d'acheter des vêtements produits à partir de matières animales comme le cuir de vache ou de veau. Ou d'agneau, effectivement. Alors là, c'est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le mouvement vegan commence à, je dirais, s'infiltrer dans les comportements des consommateurs. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais en fait reconnaît qu'un certain nombre de consommateurs ne veut plus acheter de cuir. Alors par contre, on a toujours le même problème sur le mouton. Là, le mouton, effectivement, pour les consommateurs, bon, tondre, etc., il n'y a pas trop de maltraitance animale. Et là effectivement, c'est un produit que l'on ne se refuse pas d'acheter pour ces critères. Alors, je vais conclure sur un dernier point qui est maintenant la lecture des étiquettes et le rôle des étiquettes dans les comportements des consommateurs. Alors, on a été agréablement surprise et puis surprise aussi pour d'autres éléments. Premièrement, l'étiquette est surtout utilisée pour connaître, en fait, je dirais, le soin apporté au linge. C'est-à-dire, on regarde l'étiquette, surtout après achat, pour l'entretien, un peu avant. Par contre, ce qui nous a fortement surpris, c'est qu'on s'est aperçu que pour des acheteurs exclusifs en ligne, seulement 8,2% des consommateurs regardent la composition des produits. Alors là, ça a été un élément assez surprenant, c'est-à-dire que, comme le disait Maud tout à l'heure, quand on est en magasin, on touche quand même les produits. Là, en ligne, 8,2% des consommateurs, effectivement, en fait, n'ont pas le réflexe. Et les étiquettes de composition des vêtements sont peu claires pour les consommateurs à hauteur de 43%. Ce qu'on peut en conclure par rapport à effectivement ces étiquettes, c'est que on a peut-être une clé d'entrée pour faire de la pédagogie sur les fibres à partir effectivement de l'entretien. Là, on pense qu'on a effectivement une clé d'entrée qui semble importante parce qu'en fait, on s'aperçoit que la composition effectivement des vêtements est surtout appréhendée lors du lavage. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a en fait peut-être un rôle pédagogique, que les marques et les enseignes ont un rôle pédagogique à jouer au niveau effectivement de l'entretien. D'ailleurs, ça corrobore, on vient de finir une étude au niveau de la chaire sur 60 marques conventionnelles et enseignes dans le textile, où on s'aperçoit qu'on a quand même 52% des marques qui ont développé un onglet entretien. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'effectivement, globalement,
les enseignes et les marques commencent à comprendre que donner des informations au niveau de l'entretien du linge est un élément important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre aussi aux consommateurs. Alors, 52%, c'est simplement dire des conseils de lavage totalement basiques. Par contre, sur ces 60 enseignes étudiées, on en a quand même 14% qui donnent des conseils pour faire durer leurs produits. Fait nouveau, très intéressant. C'est-à-dire qu'on commence à avoir, je dirais, dans les enseignes, des informations nous disant « arrêtez de laver ». Arrêtez de laver, c'est-à-dire que dans cette culture hygiéniste qu'on nous a inculquée, effectivement, nous, on est toujours surprise avec Maud de voir, même parmi nos étudiants, quand on fait régulièrement des enquêtes, un vêtement porté, un vêtement lavé, c'est-à-dire que ce soit un jean, etc. Regardez les chiffres qu'on a là sur, effectivement, sur le pull en laine, où globalement, on a quand même 52%, plus de 52% des consommateurs qui, au bout d'une à 3 fois, en fait, vont laver leur pull. Or, globalement, on nous dit bien qu'un pull en laine n'a pas besoin d'être lavé, à moins que vous ayez fait une tâche, bien évidemment, mais simplement aéré. Donc là, il y a tout un travail à faire qui peut être fait au niveau pédagogique par rapport à l'entretien. Et en rentrant par l'entretien, on pourrait leur donner des informations sur, effectivement, quelles sont les fibres, la composition, d'où elles viennent, etc. Et ensuite, les impacts environnementaux et bien évidemment sociétaux. Et puis, un élément qu'on oublie complètement, mais complètement, notamment au niveau des marques et des enseignes, c'est le rôle actif des consommateurs. On vient de terminer une thèse, notamment avec nos collègues de l'ANSET, sur la prise en compte, je dirais, de l'entretien des vêtements dans l'analyse du cycle de vie d'un textile, et on s'aperçoit que ça réduit de façon importante les impacts environnementaux quand le consommateur est vu comme quelqu'un d'actif. Il va pouvoir augmenter la durée de vie des produits s'il fait davantage attention, etc. Et là, alors je vous conseille, c'est Maximilien Schrupp qui a soutenu il y a 15 jours, effectivement, qui a fait une thèse remarquable en prenant en compte dans les analyses du cycle de vie le comportement du consommateur. Alors non pas à l'achat, mais au niveau de l'usage et l'utilisation en fait du produit. Donc c'est intéressant aussi de voir combien on lave, est-ce qu'on repasse, etc., etc., pour voir effectivement les impacts environnementaux. J'arrête, il est déjà 52, on a déjà trop parlé. Merci pour votre attention. Merci infiniment pour tous ces éclairages. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous les chiffres et toutes les explications que vous avez pu entendre? On a des questions en ligne? Oui. Bon, on va commencer par les questions en ligne, du coup. Et puis, si vous en avez dans la salle, n'hésitez pas à lever la main et je viendrai vous apporter le micro. Oui, Isabelle Robert, vous avez parlé d'une étude. Il y a une question qui est où est-ce qu'on peut la trouver? Celle-là? Ouais. Elle ne va pas tarder à être diffusée sur notre site internet qui va être mise en ligne dans très très peu de temps. Et en attendant, elle est sur le LinkedIn de la chaire Tech & Care. Très bien, merci. Pour l'instant, c'est la seule question. Très bien. Ça a été plutôt clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, des précisions sur... N'hésitez pas, elles sont là, donc profitez-en. Non, j'ai l'impression que... Si, là-bas, j'arrive. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé, extrêmement intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le profil démographique de votre échantillon? Alors, c'est une représentation nationale France sur un échantillon de 1000 personnes. Donc, on suit en fait tout à fait la structuration en quota de l'INSEE. Voilà. Donc, on l'a constitué en fait avec Apigno pour pouvoir avoir une généralisation des résultats. Donc, c'est tout à fait fiable en termes de généralisation aux Français. C'est pour ça qu'on s'est permis de le mettre dans nos diapos. Il y a juste un petit biais, comme on est sur du online, effectivement, on a un peu moins de personnes plus âgées. Il nous manque en fait les plus de 75 ans. Qui sont moins à l'aise. Qui ne sont pas équipés et qui répondent plus difficilement en ligne, etc. Ce qui est assez classique. Très bien, merci. Je me posais aucunement la question de la fiabilité de votre parce que c'est un chercheur de la chaire Tech & Care qui pose une question de chercheur à un autre chercheur de la chaire Tech & Care. Mais je me pose la question de la répartition entre hommes et femmes.
Alors, dans l'échantillon. pour répondre, alors elle suit l'INSEE, hein, donc on est exactement sur le même quota. Et alors, pour te faire plaisir, parce que donc c'est un chercheur sur les hommes, on pourra s'amuser à faire plein de tri sur les hommes. Donc savoir s'il y a des. Pour l'instant, je m'amuse à le faire un peu comme ça, et je ne vois pas de différence majeure, ce qui est plutôt dans le sens de ce qu'on a comme réflexion commune. Très bien, Voilà. merci beaucoup. En effet, ça me ferait très plaisir. Merci Maud. Non, les différences, elles sont plus en fonction de l'âge. Mais bon, ce qui est un peu logique, l'expertise se perdant au fur et à mesure. Je crois qu'on a des questions en ligne qui viennent d'apparaître. Oui, tout à fait. On nous demande, pensez-vous qu'il faille apprendre aux consommateurs les matières pour les sensibiliser à l'impact environnemental de ces dernières, à propos des matières? Alors, je pense que oui, c'est essentiel. Par contre, la difficulté, c'est comment on l'atteint. Hein. On le voit bien, c'est pas un réflexe en magasin, c'est pas un réflexe online. Là, on a été assez surpris, c'est-à-dire qu'on peut acheter les yeux fermés en fonction de la photo sans se poser la question, mais c'est quoi comme matière? Surtout que des fois, les photos sont pas révélatrices. Par contre, il y a tellement d'informations que c'est compliqué, et ce qui explique aussi cette connaissance assez fragile. Ce qu'on disait, je pense qu'il y a. Alors, moi, je tiens à remercier le travail remarquable qui a été fait par Slow VR avec leur ouvrage sur les fibres, etc. C'est vraiment une superbe bible, très très intéressante. Là, qu'il faudrait qu'on exploite tous, hein, et je pense aussi bien les marques que les enseignes. Mais moi, je suis assez optimiste. Pourtant, je ne suis pas tellement optimiste de nature. Mais je suis assez optimiste parce que là, en faisant de la veille régulièrement, et notre doctorante qui est devant nous l'a vu aussi, c'est de voir effectivement le nombre d'onglets fleurir sur les sites par rapport à l'entretien, etc. Et il y a quand même pas mal d'enseignes qui commencent à donner davantage d'informations de marques. Donc là, c'est un point important. Plus on fera des informations sur plus, et effectivement, cette connaissance va, je dirais, s'infiltrer et, je dirais, s'accroître et se solidifier. Je me permets de rebondir aussi sur ce que dit. Je pense qu'il y a, comme on sous-estime l'activité des consommateurs, je pense qu'on sous-estime aussi leur capacité à intégrer de l'information. Surtout dans une société de l'information sursaturée comme la nôtre. On a quand même des consommateurs qui effectivement ont besoin de rapidité, mais qui ne sont pas des enfants de 5 ans à qui il faut donner une note de 1 à 5. Donc je pense qu'effectivement, on a de la marge de manœuvre pour qu'il y ait une approche un peu plus riche pour l'ensemble du marché, et que personne ne soit frustré et que les consommateurs ne soient pas frustrés non plus. Mais par contre, là, par rapport à la thèse dont je parlais, on a fait beaucoup d'entretiens. Enfin, il y avait du quantitatif, mais on a fait aussi une étude qualitative pour voir le lien que les consommateurs mettaient entre l'entretien, leur propre entretien, la façon de porter soin au linge et globalement, effectivement, les impacts environnementaux. Et c'est vrai que c'est pas systématique chez les consommateurs. En fait, le lien entre l'entretien du linge et les impacts environnementaux ne sont pas systématiques, et le lien il est plutôt fait sur la variable économie, où effectivement je vais faire une basse température, etc. parce que je vais réduire ma consommation électrique, etc. Je vais trier mon linge parce que j'en ai marre d'avoir du blanc qui devient un peu rose, etc. Mais il n'y a pas ce lien, il n'est pas automatique et il n'est pas du tout implicite chez les consommateurs. Donc il y a un gros travail à faire aussi par cette entrée de l'entretien pour, je dirais, approfondir les connaissances des consommateurs. Mais c'est passionnant, hein. Nous, on était assez, en faisant cette vague, hein, on était assez surprises. Juste une petite question pour rester justement sur le détail de cette crainte du consommateur. Sur le mouton, est-ce que vous avez des éléments? Parce que, on est complètement dans l'économie circulaire parce qu'on utilise un déchet. Les moutons sont élevés pour leur viande et pas pour leur laine. Et là, on récupère de la laine. On ne produit pas spécialement de la matière première. Et il y aura d'autres intervenants sur la laine au cours des Fashion Green Day. Mais on est en train, au contraire, nous, de développer
la part de laine française par rapport à toutes ces laines australiennes, néo-zélandaises, etc. Donc, est-ce que vous avez des explications sur cette crainte? L'animal n'est absolument pas violenté quand il y a la tonte, au contraire, c'est nécessaire de le tondre pour qu'il se porte bien. Donc, est-ce que vous avez des éléments sur le 34%? Ça me paraît énorme de crainte. Juste pour, en fait, la question qu'on a posée, c'était de dire qu'il y avait des gens qui excluaient un certain nombre de matières d'origine animale, et on demandait à nos répondants de dire s'ils les comprenaient parfaitement ou s'ils étaient plus ou moins d'accord avec eux. Et en fait, les 34%, c'est juste de dire qu'ils les comprennent parfaitement ou qu'ils sont d'accord avec eux. Donc c'est vrai que c'est très minoritaire. C'est d'ailleurs le dernier dans la liste. Ils comprennent beaucoup plus l'exclusion de la fourrure et ils comprennent l'exclusion du cuir. Donc là, c'est vraiment on a une explication sur les grandes tendances sociologiques, sur l'impact de ce que disait Isabelle, sur l'impact du militantisme, et puis sur la grande tendance végane. Et donc là, on voit vraiment ça ressortir. Donc sur le mouton, c'est encore un peu, c'est moindre. Donc ok, il y a encore quand même 34%. Sans doute, il faut qu'on peut creuser. C'est peut-être lié avec cette histoire de la laine aussi, qui était une matière qui a été exclue un peu d'office. Je pense qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance de la laine. Et on est resté un petit peu sur les acquis communs de la laine qui pique, là, dont je parlais tout à l'heure, qui veut peut-être impacter cette question aussi. Ouais, pour rebondir sur effectivement les propos de Maud, on a été très surpris de voir qu'une matière qu'ils évitaient en premier, c'était la laine qui gratte, qui pique, etc. Et là, vraiment, le confort, il va vraiment jouer dans le choix des matières. C'est un élément déterminant. Donc, il y a tout un travail à faire sur la laine. Ça, c'est évident que c'est un gros chantier à faire parce qu'effectivement, la laine est une fibre intéressante.